Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Hello, bienvenue dans ce nouvel opus de Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries où j'ai l'honneur et le plaisir ce soir de recevoir Alric Oscope. Alric, comment vas-tu? Fatigué, une journée très chargée, mais très heureux d'être là. Merci encore pour ton invitation pour cette interview, mon cher All Geek. Ça fait plaisir, Alric. Plaisir Alors partagé. justement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta chaîne, sur tes réseaux sociaux et surtout sur ce que tu fais, ton activité principale qui nourrit pas mal de contenu? Oui, alors très honnêtement, il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas, donc c'est pas un problème. Donc je suis Alric, je suis lecteur de comics depuis moult lunes, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Sur ma chaîne Alricoscope, cette chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds, je présente surtout des expériences initialement de visionnage et de lecture que je souhaite partager au plus grand nombre. Ça peut être du comics, ça peut être aussi du cinéma, ça peut être de la série télé, du manga, ça peut être plein de choses. Même si dernièrement, je ne le cache pas, ça va faire plus de 27 semaines consécutives que j'ai adopté le format du monologue, qui est un rendez-vous hebdomadaire où pendant une petite session live, on discute avec le chat de pop culture dans un sens beaucoup plus général, à la cool, en gardant quand même un petit thème particulier. En parallèle à ça, je suis sketch card artiste, donc illustrateur spécialisé dans la carte à collectionner, et j'utilise également ma chaîne pour montrer un petit peu que ce monde assez méconnu, hélas, en France, qu'est la carte à collectionner, pour peu qu'on s'écarte à peine de Pokémon et de Magic l'Assemblée, Oui. C'est tellement plus vaste et tellement plus riche que ça. Voilà. Merci. Et oui, et ton monologue, c'est tous les mercredis, 20h45, 21h, il me semble, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, ouais, le temps qu'on prenne le temps de manger, de se poser, et surtout moi de bidouiller mes petits trucs pour pouvoir être un minimum raccord. Alors justement, tu teasais un petit peu le fait que tu étais un lecteur de comics de longue date. Justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de lecteur dans le 9e art? Par quoi tu as commencé? Comment t'es venu dans ce monde de bulles? Alors, tu veux dire comics ou bande dessinée dans un ordre plutôt? La première BD que tu as lue, et après, selon ce que tu as, est-ce que tu as... Ouais. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'était ma mère qui m'achetait le plus souvent dans les années 80 les hebdomadaires qu'on avait chez le marchand de journaux, qui était le journal de Spirou, le journal de Mickey. C'était soit l'un, soit l'autre, ou les deux, selon. D'accord. Il y avait Pif Gadget aussi, pas mal, avec le Koutla-Drahan, les petits pois sauteurs, tout ça. Des choses que les gens ne connaissent pas nécessairement maintenant, malheureusement. Enfin, malheureusement. Il y a toujours un débat là-dessus, mais bon, bref. J'ai toujours baigné en fait dans la bande dessinée, notamment grâce à ma mère et à mes oncles. Deux oncles en particulier. Et donc j'ai bouffé du Tintin, j'ai bouffé du Astérix. Le comics est arrivé en 2 temps. La première fois, j'en ai d'ailleurs parlé sur ma chaîne, tu vois, c'est quand même pas, c'est pas totalement anodin ce que tu poses comme question. La première fois, c'était en fait par le prêt de vieux numéros de Strange. Alors oui, moi je suis de la génération qui dit Strange et pas Strange ou enfin bon bref, voilà. C'était des Strange de la période Lug. C'était pas encore Semic à l'époque. D'accord, oui. Et ce qui m'avait frappé, c'était la traduction à l'époque de Geneviève Coulon, où dans une bulle de Spider-Man, il disait attraper la crève. Il avait peur de tomber malade. Il disait putain, j'ai pourvu que je n'attrape pas la crève. Et là, tout de suite dans ma tête, waouh, le mec utilise la même façon de parler que nous, alors qu'il vit à New York. Il y a un truc. Ça t'avait troublé. C'est un épisode qui m'avait marqué puisque Spider-Man avait son costume était délavé, donc c'était pas le rouge et bleu pétant qu'on avait l'habitude de voir, mais c'était un rose et un bleu très pâle. Tu vois, je sais pas si ça t'évoque quelque chose, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque.
Et je te parle de ça, on était en 86, 87. Oui, je suis aussi vieux que ça. Et en fait, c'est quand je suis arrivé au collège en 91, 92, en 92, 93, en 91, 92. En fait, au mois d'octobre, je me rappelle très précisément, fin octobre, début novembre, je tombe malade et vraiment, je suis cloué au lit. Je crois, je peux même pas me lever, je peux rien faire. Et ma mère, encore une fois, en fait, va chez le buraliste où elle a l'habitude de se rendre et elle me prend un numéro de Strange. D'accord. Et là, je retrouve Spider-Man. Et je vois déjà que le style graphique a évolué. Et je me rappelle de cette couverture. Je crois que c'est le Strange numéro 274, si ma mémoire est bonne. Où on voit le personnage de Namor dessiné par John Byrne. Alors oui, je fais partie des 1% qui disent John Byrne et pas John Byrne. Désolé. Voilà. Et le fait est que couverture déjà tout de suite m'attrape littéralement ouais, c'est ça. C'est celle où il est, comment dire, on le voit voler, c'est ça. C'est ça. Il surplombe la mer et il y a une immense main faite de détritus qui émerge de la surface. Et cette image m'a immédiatement frappé. J'ai dit, la vache, ça me parle. Je veux savoir ce qui se passe dedans. Et ouais, c'était une période incroyable qui était donc la période de John Byrne. Et c'est à partir de là que Internet n'existait pas. Il a fallu en fait que je me fasse moi-même mes propres petites techniques pour raccrocher les wagons, essayer de rattraper les anciens numéros, etc., etc. Et c'est là où je me suis fait avoir en me disant, eh merde, je suis tombé dans un vraiment là où t'as été agrippé. Extrêmement vaste et tentaculaire. Et puis c'est là que plus tard que j'apprends que John Byrne avait travaillé sur les X-Men avec la période Claremont, tout ça. Enfin bon, voilà. Et hashtag toi-même, tu sais. Ouais. Et pendant cette période, donc, parce qu'il y a eu donc effectivement, comme tu le disais, 2 points d'entrée sur les comics finalement, un petit peu au hasard, et puis le retour qui vraiment t'a accroché. Et pendant cette période-là, tu continuais à lire de la franco-belge? Oui, je lisais toujours un petit peu de franco-belge. C'était alors qu'est-ce que je lisais en franco-belge? Landfeust n'existait pas encore. En fait, ma question c'est est-ce que tu as toujours continué à lire de la bande dessinée de temps en temps, ou ça s'est un peu tassé et puis quand ta mère t'a acheté Strange, c'est reparti, ou en fait, ça m'a vraiment jamais vraiment lâché, dans le sens où j'ai toujours eu une lecture plus ou moins régulière. C'est en termes d'abondance de lecture que ça va plutôt se calculer. C'est-à-dire, j'ai toujours lu de la BD. J'ai toujours lu que ce soit du comics, du manga ou de la franco-belge. Là, tu vois, par exemple, en ce moment, je suis en train de me faire une grosse rétrospective. J'en ai parlé sur ma chaîne. Je suis en train de me refaire les Freak Squill de Florent Maudou, parce que j'ai vu qu'il avait sorti sa 3e trilogie, parce qu'en fait, on apprend que Freak Squill, Funérailles et Cloud font partie en fait d'un même arc général, d'une même saga qui s'articule en fait autour du personnage de Funérailles. Et je suis en train justement de me replonger dans tout ça. Là, il y a quelques temps, je m'étais mis dans les Berserk du regretté Kentaro Miura, un manga de dark fantasy absolument prodigieux et fantastique. À ne pas lire quand on est dépressif. Je tiens à le prévenir, parce que ou quand on est trop jeune aussi. Alors, c'est peu de le dire, parce que mon petit dernier. J'ai 2 enfants. Le plus jeune va avoir 16 ans cette année. Il a voulu se lancer dans Berserk une première fois. Et au bout d'un moment, il a fait, non, papa, là, faut que j'arrête, parce que ça devient vraiment glauque. Là, ça va un peu mieux. Il dit, allez, je vais me relancer. Et ouais, faut quand même s'accrocher. Mais c'est extrêmement noir et sombre. En franco-belge, donc attends, si j'en ai quelques-uns par là. Donc t'as toujours lu, finalement t'as toujours continué tu t'es pas, quand t'as découvert ce second point d'entrée avec les comics, tu t'es pas dit tiens j'arrête la BD franco-belge, finalement t'as continué à les suivre un petit peu de tout. Je continue toujours un petit peu à piocher à droite à gauche, parce que ce que je trouve intéressant avec le 9e art, comme tu le désignes si bien, Old Geek. Alors je t'appelle Old Geek, hein, tu me dis. Ouais, mais tu peux m'appeler Julien, y a pas de souci.
Attends, tu m'appelles Alric, on va jouer là-dessus, moi, il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant avec le 9e art, c'est que, et c'est là aussi où c'est plus de 20 ans, après plus de 20 ans de convention que je fais, on retombe toujours malheureusement sur les mêmes écueils et les mêmes clichés de savoir que, d'entendre dire que les comics c'est que du super-héros, etc. Non, en fait, c'est un code narratif. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai trouvé une analogie, une métaphore vraiment bien foutue et bien pensée de la part de Fabrice Sapolsky, que tu dois certainement connaître, qui était le cofondateur de la revue Comic Box, la regrettée Comic Box, qui est revenue sous la forme de MOOC. C'est ça. Et qui disait qu'en fait, la franco-belge, le manga et le comics ont vraiment des codes narratifs spécifiques qui appartiennent pourtant au 9e art. Et pour ça, il va prendre la métaphore de la salle de cinéma. Quand tu vas dans une salle de cinéma, tu as différents endroits où te placer dans la salle. Tu as au fond de la salle, quand tu es au fond de la salle, tu as une vue avec du recul, tu as une vue panoramique, tu vois tous les détails, etc. Tu as suffisamment de recul pour voir l'ensemble de la scène. C'est la franco-belge. Tu vois, c'est quelque chose d'assez posé, etc. Quand tu vas lire du comics, tu vas être au premier rang. Dans ton champ de vision est complètement accaparé par le grand écran et ça pète dans tous les sens. Donc tu es vraiment immergé dans l'action. Et le manga, tu n'es ni au fond ni au premier rang, tu es dans le film parce que c'est la narration sur le sentiment. Quand tu lis un manga, tu vas beaucoup plus t'attarder sur la relation des personnages et de leurs émotions, plus que du contexte ou du scénario en lui-même, ce qui est généralement le cas. Alors, je fais certes des généralités, mais c'est pour illustrer l'ensemble. Quand on essaie de dissocier les codes narratifs de ces trois médias-là, je ne trouve pas ça déconnant en soi. Et attention, ce n'est absolument pas pour dénigrer ou avoir une connotation péjorative. C'est vraiment pour expliquer que chacun a leur code narratif qui s'articule sur des choses assez définies et qui, je trouve, par le biais de l'analogie de la salle de cinéma, font assez sens pour moi. Et donc, ouais, t'as tout à fait raison. Et donc après après John Byrne, etc., t'as continué, t'as suivi, t'es passé après sur. Est-ce qu'à un moment donné, à quel moment est arrivé le manga? Parce que du coup, t'es dans les années 90, là, les mangas, ça arrive à peu près à ce moment-là, chez Glénat. Ça s'est suivi en parallèle assez rapidement parce que au moment où je découvrais en fait cette passion pour le comic book, où je commençais à me constituer ma collection, j'ai découvert en fait le manga. Enfin, j'ai découvert. Ma mère m'achetait en fait les petits fascicules de Dragon Ball chez le libraire et très rapidement on est passé au tome classique que tu as dû connaître chez Glénat par la suite, avant qu'il soit réédité en format original de lecture. Donc je connaissais déjà les mangas avec Dragon Ball et j'ai découvert par quelques années après, je crois qu'on est à ce moment-là, je crois qu'on est en 94. Ouais, 94, 95 par là. Au millénaire, au siècle dernier, je découvrais donc les City Hunter avec mon frère. On faisait des collections de mangas ensemble. Bastard et surtout Gun. Gun qui est devenu pour moi de très très loin tout genre confondu en termes de manga mon récit favori. Et je parle vraiment de l'arc principal, donc les 9 tomes qui constituent en fait la saga de Gali, donc qui est le nom de l'héroïne. Pour moi, ça a été une véritable baffe. Et en plus de ça, j'avais pris le train en route. Encore une fois, je l'avais pas découvert au numéro 1. C'était au numéro 5. Donc, c'est l'arc de Zapan, si tu te situes à peu près. Donc, Zapan, qui est donc un chasseur de primes, un hunter warrior, qui va très vite basculer du côté obscur, entre guillemets, et avoir ce côté extrêmement sombre, violent et vraiment dégueulasse, quoi, on va pas se mentir. C'est pas voilà. Joli, ça, hein. Et c'est là où je me suis aperçu, là encore une fois, de toute la subtilité, la pertinence du code graphique des codes de narration qui sont propres au manga.
et des inspirations que pouvaient puiser les mangaka, que ce soit dans les comics ou même dans les films. Je reprends pour l'exemple de Zapan, cette imagerie qui se rapprochait énormément de H.R. Giger, donc le designer qui a servi au film d'Alien. Alien, ouais. Que Yukito Kishiro va reprendre pour faire justement le design de Zapan. Et ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré, quoi. T'as marqué en tout cas, il Totalement. est encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Ah, c'est intéressant. Et donc, tu as continué, tu as suivi toutes les évolutions du marché, sur tous les niveaux finalement, parce que que ce soit la BD franco-belge, les comics et les mangas, ils ont tellement évolué au cours de ces dernières années finalement. Ouais. Il y a eu outre les changements de format, les changements de narration, quand même, en franco-belge, on est maintenant sur des codes qui sont un peu plus proches à la fois du manga et du comics sur certaines choses. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses et puis le comics qui a explosé avec Image, etc. Et puis après, d'autres titres. Ouais, et donc tout ça t'a nourri et ouais, c'est intéressant. Et aujourd'hui, tu continues encore, comme tu le disais tout à l'heure, à piocher par-ci par-là, à te nourrir de tout ce qui peut sortir et de tout ce qui est sorti. J'imagine que tu. Alors, on va pas se leurrer. Le marché du comics, c'est très compliqué. Moi, en tous les cas, je le vois. Pour avoir vécu la période où tu achetais ton mensuel chez ton marchand de journaux, tu étais tout fébrile d'avoir ton dernier numéro de Strange ou de Special Strange, tu lisais ton numéro, t'arrivais à la fin, la suite pour Special Strange, la suite dans 2 mois, pour Strange dans 1 mois. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu les relis, tu essaies de récupérer les anciens numéros, Alors, je le faisais énormément au début et puis après, j'ai arrêté de le faire parce que je voulais avoir la surprise. C'était qu'avant, je me faisais mes petites théories de savoir comment ça allait évoluer, qu'est-ce qui allait se passer après. Et en fait, j'ai décidé de me laisser porter parce que dès lors que je commençais à aller dans des théories, des thèmes ou des trucs comme ça, c'est pour ça que je déteste les vidéos de décryptage, notamment sur les bandes annonces ou sur les... Je comprends... Enfin, je peux comprendre la curiosité, mais je ne comprends pas la démarche parce que dès lors que tu vas émettre des théories ou des thèmes que tu souhaiterais voir abordés, 9 fois sur 10, tu risques d'être quand même déçu parce que tu vas te créer une attente, tu vas te créer une envie qui risque très fortement de ne pas être assouvie au final parce que ça va prendre une direction autre ou un développement auquel tu n'aurais pas nécessairement pensé. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai décidé d'écarter assez rapidement et de me laisser porter en fait par la proposition, que ce soit du scénariste ou du dessinateur, sur des codes graphiques, des propositions de costumes, etc., etc. Mais je reviens à ce que tu disais sur le fait que les inspirations entre les différents médiums que sont manga, franco-belge et comics ont pu piocher chez les autres. Il y avait dans les années 90, donc j'avais eu une très grosse période Marvel. Chez mes grands-parents, il y avait une boutique en face de Continent à l'époque, avant que ce soit racheté par Auchan, je crois. Il y avait une boutique de tout à 10 francs. Où en fait, emballé dans du cellophane, tu avais des pavés de réassorts de DC Comics. Alors, je te parle de vieux numéros qui dataient à l'époque des années 70. Donc, tous les jeunes titans de Marv Wolfman et Georges Pérez, à l'époque, je me les suis fait grâce à ça. Et le Judas, alors comment c'était en français, je sais plus, The Judas Contract, par exemple, avec le personnage de Terra, c'était incroyable, c'était génial. Avec les bulles dactylographiées, donc tapées à la machine. Je sais pas si tu te rappelles de ça, c'était assez particulier aussi. C'était assez marrant. On a fait des efforts, on a fait des progrès là-dessus parce que c'est vrai que c'était pas top quand même. Et là, je m'aperçois que je fais une énorme digression pour en revenir au fait que dans les années 90, en parallèle à Marvel et DC, je vois arriver l'annonce d'Image Comics, donc avec 4 titres phares, Wildcats, Cyberforce, Youngblood et Spawn. Il y a eu 2 semaines de débats acharnés dans ma chambre avec mon frère pour savoir qui allait récupérer quoi.
J'ai réussi à récupérer Wildcats et Spawn, et mon frère récupérait Cyberforce et Youngblood. Et dès les numéros 2 et 3, j'ai tout récupéré parce que lui avait lâché l'affaire. D'accord. Et à ce moment-là, est arrivé par la suite Gen 13 ou Gen 13, selon comment on le prononce. Il y avait des numéros hors série. Oui. Drama Queen Roxy et un autre sur le personnage de Grunge qui était scénarisé et dessiné par Adam Warren, et c'est là où je me suis rendu compte de l'influence en fait que pouvait avoir le manga dans le comics et inversement. Et c'est ça que je trouvais super intéressant. Voilà, petit aparté à part. Je suis désolé. D'ailleurs, c'est malheureusement des mauvaises manies sur ma chaîne, c'est que je pars sur quelque chose et je vais voilà, je vais sur un itinéraire bis avant de récupérer la route principale après. Il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, est-ce qu'il t'est arrivé que quelqu'un rentre chez toi, un ami, la famille, un collègue, ils te disent ouais, mais là, Alric, les super slips et tout ça, là, t'es pas un peu trop vieux pour lire ça, là, ton fils, je comprends, mais toi, là. Alors, ce qui est simple, c'est que il y a personne qui rentre chez moi de base. Okay. Déjà juste en voyant ma gueule, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit. C'est simplement que généralement les gens me donnent un âge beaucoup moindre que ce que j'ai réellement. D'accord. Déjà par ma tenue vestimentaire, voilà. Je porte ça aujourd'hui. Un cadeau de mon épouse d'ailleurs, qui m'avait fait connaître à l'époque les jeux LucasArts que je ne connaissais pas. L'autre jour, je suis allé à la banque, pour te donner un exemple. Je suis allé à la banque parce que je devais accompagner un de mes enfants pour faire un retrait d'espèces sur son compte, présence du parent obligatoire. J'y suis allé 2 fois pour chacun de mes enfants. Et les 2 fois, je tombe sur une personne différente au guichet. Et les 2 fois, la personne pensait que j'étais le grand frère. Voilà. Voilà. Et très souvent, quand je discutais avec les collègues, au bout d'un moment, quand je disais, voilà, va falloir que je rentre parce que je dois m'occuper des enfants, les gens s'arrêtent et me disent, t'as des enfants? Mais t'as quel âge? Ce à quoi je réponds, toi, tu me donnes quel âge? Mais généralement, les gens me donnaient 10 à 15 ans de moins. Je fais, Coco, non, vas-y, rajoute, hein, j'ai des mal de dos, je craque de partout le matin. Non, ça n'a rien à voir. Mais j'ai une pour répondre directement à ta question, j'ai un souvenir qui me marque encore maintenant. Je suis au collège. J'ai rendez-vous avec le CPE. Et il y a un banc qui est situé juste à côté du bureau du principal qui avait pour réputation d'être quelqu'un d'assez déjà assez vieille école, mais qui vieille école, mais qui acceptait un petit peu la modernité, mais qui avait quand même un caractère assez austère, tu vois. D'accord, ouais. Et à ce moment-là, en fait, il y avait eu une coupure, et pendant cette coupure, j'en avais profité parce que c'était la période où ma mère me lâchait un peu d'argent de poche pour m'acheter mes propres comics, et j'avais mis la main. Je sais pas si tu te rappelles de ça, c'était les versions intégrales donc de Serval à l'époque. Ouais. Et c'était une couverture absolument magnifique de. C'est avec dans le sabre. C'était Marc Texera avec avec des pages qui s'ouvraient. C'était des doubles volets. Je vois le truc, mais incroyable. Et j'étais en train de découvrir ce numéro-là dans le couloir, et là, je vois le principal qui me voit de loin. Je me dis, je vais me le faire confisquer. J'ai pas le droit d'amener des trucs extérieurs à l'école. Il arrive, il me prend le bouquin dans les mains, il feuillette, il me dit, c'est à vous ça? Je fais, oui. Et me le rend, et droit dans les yeux comme ça, il me fait, mais ça ferait vomir un singe, votre truc. Quoi? À faire vomir quelqu'un, ok? Mais un singe? Ouais. S'il te plaît.
Tu peux ne pas apprécier, mais est-ce que tu peux éviter de me mépriser à ce point? Ça va au-delà du dédain, là. Ah, mais c'était stratosphérique. Moi, quand il m'a balancé ça, tu vois le fameux gag de la bombe de peinture qui explose et puis t'as ta silhouette en négatif sur le mur. Voilà, j'ai eu ça. Mais la violence, quoi. Tu m'étonnes. Mais à quel moment? Ouais. En plus, il avait un nom de famille. Je ne le dis pas encore par respect, mais ça fait plus de 30 ans. Hein. Ça fait plus de 30 ans et je m'en souviens. Mais ouais, non, ah ouais, c'est vache. C'était vache. Ouais, non, c'est comme quoi. Mais non, la plupart du temps, quand je parle de mes expériences de lecture, comme je te disais, c'est très souvent des clichés, des lieux communs de dire voilà, les comics sont des comics de super slip, de super héros, alors que voilà, c'est un média qui est tellement plus riche et plus vaste que ça. J'en veux pour preuve notamment, voilà, je me tourne de plus en plus vers de l'indé et des récits relativement courts parce que voilà, le porte-monnaie n'est plus aussi extensible qu'il ne l'était auparavant. Voilà, j'ai d'autres priorités, etc., etc. Et j'ai aussi adapté mes modes de consommation. Je m'aperçois que je lis de plus en plus en numérique pour des gains financiers dans un premier temps, gain de place aussi énormément. Et il faut savoir quand même que tout n'est pas forcément publié en format papier en France. Oui. Là, pour des raisons budgétaires, j'ai coupé mon abonnement sur la... qui sont publiés. Pardon ? Il y a 10% de la VO qui est publiée en France. Vraiment. 10%, si peu. Non, il y a beaucoup de titres qui sortent par mois. Hein. À un moment donné, on était à près de 400 titres des issues VO par mois. Hein. Donc c'est énorme. Ouais. Hein. Oui, effectivement. Dit comme ça remet certaines choses en perspective. Je suis d'accord. Mais tout ça pour dire que j'étais abonné il n'y a pas si longtemps sur la plateforme Marvel Unlimited et là je me suis rendu compte en fait de tout le catalogue à côté duquel on était passé. J'ai découvert la série Dark Hawk par exemple, très années 90. Oui. Un personnage qui avait un potentiel énorme. Et je trouve vraiment dommage qu'il n'ait pas trouvé son lectorat et son public, alors qu'il y avait des trucs super intéressants dessus. Il y avait voilà pareil, la plateforme Marvel Unlimited, du fait que tu scrollais, ils avaient développé tout un catalogue qui jouait justement sur le code narratif du scroll. Bien sûr, ouais, quoi, il y avait un numéro sur la période des X-Men de Jonathan Hickman, pardon. Il y a une scène d'action où en fait tu voyais le personnage de Cannonball, donc de Rocket, qui vole et qui va percuter en fait et qui va traverser des différentes couches des installations, des couches terrestres, etc. Et plus tu scrollais, plus tu disais mais le gars jusqu'où il s'arrête quoi. Et le mec en fait tu sentais que le dessinateur avait pensé sa pagination pour le média. C'est pas quelque chose que tu pourrais retrouver sur un format papier, même si par exemple tu vois t'as le fameux tome 2 de Nightwing Infinite de Bruno Redondo et j'ai bouffé le nom du scénariste. Tom Taylor, merci beaucoup. Merci. J'ai des trous. Ça, c'est ma grosse frayeur, c'est que je m'aperçois que je commence à perdre la notion des noms et ça m'énerve. Donc merci de me rattraper au vol comme ça. Mais tu vois, ce fameux second tome où tout a été pensé en travelling, où tu suis une scène d'action, c'est brillant tel que c'est pensé. Et je me dis que si on l'avait pensé en format numérique, type Marvel Unlimited, la lecture en aurait été d'autant plus fluide. Et je crois savoir qu'il existe effectivement la fameuse plaquette qui représente l'intégralité du numéro comme ça. C'est assez fou. C'est assez fou. Et justement par rapport à tout ça, à ce que tu me disais, tes lectures, etc., le tourner plus vers l'indé, tu as choisi ce soir justement un titre indé. Tout à fait. Que j'ai justement là. Alors, je n'ai sorti que les tomes VF. Voilà, tu le montres là. Exactement. Il s'agit de Firepower de Robert Kirkman et Chris Samney. Robert Kirkman qui est pour moi
un architecte de talent dans sa façon de raconter ses histoires. Je m'aperçois que dans toutes ces œuvres, il y a quand même le thème de la filiation qui prend toujours une place plus ou moins importante dans ce qu'il a à raconter, que ce soit dans Walking Dead, que ce soit dans Invincible. Invincible. Que vous voyez là. Voilà. Ah oui. Meilleur récit de super-héros de tous les temps, toute période confondue. Désolé, pas désolé, désolé, pas désolé, selon l'abréviation que vous voulez choisir. Kirkman a cette manière d'écrire qui me plaît beaucoup, surtout dans Invincible, qui est l'écriture en millefeuille, c'est-à-dire qu'il va poser les bases d'un personnage et puis tac, il va s'arrêter, il va présenter autre chose, tac, ça va développer autre chose et puis il va revenir et tac, tac, et ça va construire. Du coup, il y a une montée en tension qui ne faiblit jamais vraiment et qui va en plus de ça développer et étendre en fait non seulement les personnages, mais la richesse de l'univers dans laquelle il va faire évoluer ses héros, donc notamment Mark Grayson, donc le personnage d'Invincible. La deuxième partie de la saison 2 sur Amazon Prime arrive bientôt et je me frotte les mains de ce qui va se passer après. Et là, du coup, oui, Firepower, donc sa dernière création en date avec Chris Samney, que moi j'avais découvert sur le run de Daredevil avec Mark Waid, que j'avais vraiment adoré puisque c'était une très jolie manière en fait, une belle déclaration d'amour aux super-héros en lumière avec cette image assez emblématique et glorieuse du super-héros qui faisait plaisir à voir, qui donnait une bouffée d'air frais, où on avait surtout affaire à cette période-là à des héros très sombres avec des antagonismes très très dark. Après, il y a quand même si ça se veut un peu coloré, etc., ce run de Wade, il y a quand même la fin, les finalités sont quand même un peu glauques des fois. Oui, tout à fait. Il brasse quand même. C'est pas hyper joyeux quand même. Il y a des choses. Tout à fait. Mais ce que j'apprécie d'autant plus sur le travail Mark Waid et Chris Samney sur Daredevil, c'est que tiens, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai là. Est-ce que je l'ai là? Je l'ai rangé. Tant pis pour moi. Non, je voulais montrer le seul tome qu'on a connu et qui n'a pas eu de suite, de Rocketeer par la même équipe, donc Mark Waid, Chris Samney. Je fais une très très grosse aparté sur Chris Samney parce qu'en fait, pour moi, l'identité visuelle est aussi importante que la qualité de l'histoire. Je m'explique. Pour un personnage comme Daredevil, on le sait, il a eu des décennies et des décennies d'existence. Il y a eu énormément d'artistes de tous bords, qu'ils soient scénaristes, qu'ils soient dessinateurs, qu'ils soient coloristes, qui sont passés sur ce titre. Mais je trouve que l'alchimie entre l'écriture de Mark Waid et de Chris Samney marchait extrêmement bien, parce que Chris Samney avait ce côté un peu rétro dans sa façon de dessiner et de représenter les corps et le découpage de ces scènes qui renvoyait à ce Silver Age que moi j'aimais vraiment beaucoup. Et quand j'ai su que Robert Kirkman s'associait à Chris Samney pour comment faire cette vraie fausse plaquette publicitaire, s'il devait en exister une, Robert Kirkman vous a fait découvrir sa réécriture du monde des zombies. Après avoir bouleversé et cassé les codes du super-héros, découvrez la nouvelle saga de Robert Kirkman avec Chris Samney, où il va casser les codes et réinventer à sa manière la narration de films de kung-fu, entre guillemets. Pour moi, c'est si Firepower ça devait être ça, enfin non, excuse-moi, je commence à perdre mes mots. Si Robert Kirkman devait faire une proposition d'histoire qui s'articule sur le kung-fu en le tordant, en explorant des pistes un petit peu what the fuck entre guillemets, ça donnerait Firepower et ça donne pour résultat cette histoire que je trouve brillante, vraiment géniale, et que je trouve malheureusement, à mon sens, beaucoup trop sous-exposée et sous-évaluée. Je trouve. On ne parle pas assez de Firepower, selon moi. Ouais, alors, de toute façon, c'est un petit peu malheureusement le problème du comic, c'est qu'une nouveauté chasse l'autre, et que Firepower, mine de rien, c'est le premier tome est sorti il y a quelques temps déjà.
Tout à fait. Alors, attends, je vais pas te dire de bêtises parce que je crois avoir la chance d'avoir le tome 1, donc édité chez nos amis Delcourt, ouais. Qui ont fait un super travail d'édition, en plus de ça, qui ont intégré le numéro 0, si je ne dis pas de bêtises. Non, j'ai dit une bêtise. Ils l'ont pas intégré. Tu vois, j'allais dire une grosse le numéro bêtise. 0 aussi qu'ils avaient intégré en premier. Mais, 2020. Donc oui, ça fait déjà 4 ans. Ça fait déjà 4 ans. Mais mine de rien, ils se sont rapprochés très rapidement de la sortie américaine parce que la sortie américaine était de la même année. Ouais. Donc là, à l'heure actuelle, il y a 4 tomes. Il y a 4 tomes. Il y a un 5e tome qui n'est pas encore sorti et je crois savoir que ce sera le dernier puisque le dernier TPB annoncé par Chris Samney sur les réseaux, sur son compte Instagram, parce que je suis le monsieur, j'adore ce qu'il fait. Je copie un petit peu je m'inspire de son travail, notamment pour son Inktober, donc qui est un procédé qui consiste à faire un dessin par jour directement ancré avec un thème différent chaque jour. Et lui, il a décidé de l'articuler sur le personnage de Batman. Moi, j'avais fait la même chose cette année, mais je l'articulais sur le personnage de Nightcrawler. Donc, à voir sur Insta. Je pars dans tous les sens, je suis désolé. Du coup, Fire Power, ça parle de quoi effectivement? Tu disais que ça a réinventé le film de Kung Fu. Ça parle. Alors, de quoi ça parle? En fait, ça parle d'un prénommé Owen, qui est d'origine asiatique, qui est élevé par des parents adoptifs qui vivent quelque part dans le Midwest, si je dis pas de bêtises. Donc des Américains un petit peu pur souche, tu vois. Franchement, ça fait grave penser. C'est un mélange entre la famille Kent et la famille Parker, oncle Ben et tante May. Tu vois, tu mélanges un peu ça. Donc c'est de la bienveillance, c'est de la bienveillance et c'est bon enfant. Et Owen décide en fait de partir sur la trace de ses parents biologiques qui vont le conduire dans un monastère très loin, très reculé, coupé du monde, littéralement. Au toit du monde. Donc, pour donner une image, tu vois l'espèce de manoir de la Ligue des Ombres dans le premier film Batman Begins de Christopher Nolan. Un peu le même délire, sauf que tu remplaces les ninjas par des espèces de moines Shaolin. Voilà. Et il y a en fait un art martial ancestral, une arcane qui est enseignée dans cette maison, qui est d'essayer de reproduire cet art perdu, qui est de cette faculté de générer des boules de feu. Voilà, ni plus ni moins. Toi, dans ta tête, tu dis, ouah, ça va dériver en Kamehameha, des trucs comme ça. Dragon Ball. Sauf que c'est Robert Kirkman. Ça va un petit peu plus loin que ça. Ça va même beaucoup plus loin que ça. Parce que très rapidement, en fait, sans t'en apercevoir, le bonhomme va te mener par le bout du nez parce que derrière cette quête des origines du personnage d'Owen, il va t'emmener dans son univers et il va te faire découvrir toute une galerie de personnages toujours aussi haut en couleur avec chacun et chacune leur sous-intrigue, leur développement, leur retournement de situation. Il va y avoir c'est ce que j'aime beaucoup chez Kirkman, c'est qu'il va y avoir systématiquement des réutilisations de code en te disant tu crois que je vais utiliser cet élément-là de telle façon, mais en fait tu savais pas qu'on pouvait aussi le montrer de cette manière-là, et là tu fais ah d'accord, ok, et du coup tu as envie d'en voir un petit peu plus, et il a cette idée que je trouve toujours aussi, qui marche pour moi en tous les cas, et qui est toujours aussi séduisante, c'est qu'il va utiliser 22 pages pour expliquer dans son numéro une intrigue, et la dernière page est systématiquement un cliffhanger, et un cliffhanger qui fonctionne. C'est-à-dire que il va t'amener à vivre une aventure le temps du numéro, à développer une intrigue ou un personnage, et il va te laisser sur ta faim. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, et c'est comme ça que ça fonctionne sur moi. Nous, on a la chance en VF de pas avoir des cliffhangers qui donnent autant la dalle entre guillemets, parce que
Si, quand même. La fin de chaque numéro donne quand même envie d'avoir la fin du premier tome, il y a quand même un gros changement à la fin du premier tome. Changement d'ambiance, je dirais, qui quand même un bon cliff, pour le coup. Je m'en souviens. Totalement. Oui, je viens de le refeuilleter pour me. Je confirme ce que dit le monsieur à ma gauche. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que tout comme Invincible et comme Walking Dead, si tu y repenses, la prémisse, l'introduction à l'univers est un univers suffisamment réel pour que tu y crois. Tu te dis, ça pourrait se passer dans notre monde, entre guillemets. Tu vois, le personnage de Rick Grimes dans Walking Dead, voilà, c'est un mec qui fait son boulot de flic, il discute avec son coéquipier, il fait un barrage routier parce qu'il y a des gars qui font de la merde, la fusillade tourne mal, il tombe dans le coma, il se réveille, boum, post-apo, des zombies. Tu dis, ah merde, d'accord, où est-ce qu'on va aller? Invincible, c'est déjà un petit peu plus coloré parce que c'est un peu plus coloré parce que le papa du héros c'est Superman avec une moustache et je caricature une fois encore énormément parce que pour moi ce n'est pas Superman parce que si on y regarde de plus près, Invincible, donc qui parle de la race cette race des Viltrumites, mis à part le pouvoir de voler, d'être super fort et ultra résistant, il n'y a pas de vision X, il n'y a pas de vision thermique, il n'y a pas de super souffle, voilà, il y a rien de tout ça. Mais ça reste toujours aussi. Je crois que Kirkman aime beaucoup choquer son lecteur par ces scènes de violence parce que quand il y a une patate de forain par un gars avec des super pouvoirs, généralement c'est la boucherie André qui ouvre ses portes et qui te montre le festival de la bidoche. Donc c'est assez. Je suis désolé de ça. Après, surtout s'il y a des vegans qui nous écoutent et qui nous regardent. J'ai pas l'impression que dans Firepower, ça soit justement. Il y a des scènes d'action où on ressent les coups et les chocs, mais pour moi, ça tourne pas dans le gore comme avec. Alors, ça ne tourne pas dans le gore, mais l'efficacité du trait de Sammy, justement, je trouve que le choix du dessinateur pour chacune des œuvres de Kirkman est pertinente et sert le propos de l'histoire. C'est-à-dire que même si au début de Walking Dead, c'était Terry Moore. Non. C'est quoi le... Oui, c'est ça. C'est Terry Moore au début qui a été très vite remplacé par Charlie Adler. Charlie Adler, en fait, par son style qui est un peu plus gras, un peu plus crade, entre guillemets, souligne en fait ce monde post-apo qui justement crade, laissé à l'abandon et qui sert le propos du truc. Tout comme Invincible, ou même si c'est Cory Walker par la suite qui va être remplacé par Ryan Otley qui va faire 95% du boulot. Et pareil, encore une fois, c'est un dessinateur que je suis avec grand intérêt, à cette propension en fait à imaginer des personnages très hauts en couleur qui par quelques lignes vont te donner déjà des premières informations qui vont servir en fait à l'histoire et à la scène qu'il va te dépeindre. Là, Chris Samnee, pareil, je trouve que ça a été un choix judicieux. En fait, j'aimerais être une petite souris qui espionnerait notre ami Robert Kirkman pour savoir en fait comment il réfléchit son écriture et comment il va caster entre guillemets son dessinateur. Est-ce qu'il caste son dessinateur ou est-ce que c'est parce qu'il connaît tel dessinateur qu'il va écrire en fonction d'eux? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ou est-ce qu'il adapte aussi? Il adapte aussi peut-être son style à certaines choses. Parce que, comme tu l'as dit, entre Cory Walker et Ryan Otley, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Mais si tu regardes bien, Ryan Otley avait fait d'énormes efforts sur les premiers numéros pour que la cassure entre son style et celui de Walker ne soit pas aussi brutale. Et c'est par la suite, en fait, qu'il va qu'il va prendre son propre chemin, en fait, qui va développer son propre storytelling et sa mise en page. Mais il y a un tronc commun. Il propose pas la même chose. Il y a un tronc commun. Une lecture en tout cas intéressante, ce Firepower, effectivement 4 numéros sortis chez Delcourt. Moi, je marche à fond.
qu'on est sur quelque chose qui est à la fois plus adulte dans le thème abordé, la filiation, comme tu l'as pu le dire, les films de kung-fu qui rappellent beaucoup de choses, et puis ça avance au fur et à mesure avec des secrets, des twists, pas mal de changements. Hein. Si vous aimez les films de bagarre, lisez Firepower. Si vous aimez tout ce qui est un petit peu contes et légendes ancestrales ou mythologie asiatique, lisez Firepower. Si vous avez un penchant pour le comic book style un peu rétro, et c'est pas calvaudé, c'est pas péjoratif, c'est pas pour dénigrer, bien au contraire. Pour moi, en fait, ça me fait penser un peu à, je sais pas si tu te rappelles, cet âge d'or d'Hollywood qui faisait des affiches qui étaient réalisées par des illustrateurs qui te faisaient des illustrations absolument magnifiques, qui te donnaient envie d'aller voir le film. Ben, Firepower, c'est un petit peu ça, en fait, je trouve, parce que propose Samy. Franchement, lisez Firepower, les scènes d'action, les dynamiques. Il y a une scène qui se déroule dans la maison d'Owen. C'est un mini-spoil. Il y a une scène d'action qui se déroule dans la maison d'Owen. Tout est fait dans le feutré, parce que voilà, il y a des ninjas, il y a des trucs comme ça. Et en fait, moi, quand j'ai lu la scène, j'étais un petit peu en apnée presque, parce que c'était de nuit. Le héros, donc, est un père de famille. Voilà, tu parlais de l'importance je parlais de l'importance de la filiation. Tu avais rebondi dessus. C'est un détail que j'ai omis, c'est que le héros, donc, qui s'appelle Owen, est marié à une américaine pure souche qui est flic, qui est au courant de ses antécédents de master kung fu, et ses enfants. Donc, il a 2 enfants, une fille et un garçon. Et donc, la scène se passe de nuit. Il se fait attaquer. En fait, c'est ça qui est assez balèze, c'est qu'il arrive à percevoir que la maison est assiégée, et il essaye de se débarrasser de ses assaillants sans réveiller ses gosses. Et tu es dans le stress du truc. Et c'est prodigieux. La narration visuelle est vraiment très très bien foutue. Voilà. Donc pour toutes ces choses-là, si vous aimez les films de Bruce Lee, lisez Firepower. Si vous aimez même les films de la HK, donc je sais pas si tu as connu HK Vidéo, qui était une ligne de vidéo cassette à l'époque, oui. Qui était initiée par Christophe Gans. Donc c'est quand même grâce à Christophe Gans, donc réalisateur de Silent Hill, de Crying Freeman, du Pacte des loups. Plus Crying Freeman que Silent Hill du coup pour moi, mais Crying Freeman, oui, mais Crying Freeman, très très grand film que j'aime beaucoup. Voilà, si vous aimez tous ces aspects-là, toute cette imaginaire-là, très sincèrement, lisez Firepower, parce qu'il y a peu de chances que vous soyez déçus, parce que c'est un récit d'aventure, c'est un récit d'action, c'est un récit de romance aussi, c'est un récit il y a de la dramaturgie dans toutes les œuvres de Kirkman. Il y a de la dramaturgie parce que ça appelle à la famille, ça appelle à voilà, il y a énormément de choses. Et mon seul regret, c'est que de ce que j'ai cru comprendre, Firepower n'aurait pas la même longévité qu'Invincible, oui, qui a dépassé les 120 ou les 130 numéros. Là, on approche déjà tout doucement de la fin, ce que je trouve un petit peu triste. Mais quelque part, je me dis que c'est parce que Kirkman nous prépare quelque chose d'autre derrière. Peut-être. Et là-dessus, je suis client. Peut-être. Voilà. Et toi, du coup, t'en as pensé quoi de Firepower pour le moment? Est-ce que tu as lu la VF ou la VO? Parce que moi, j'ai lu la VF et j'ai lu que le premier tome. Donc les 2 premiers tomes? Le premier tome seulement. Ah, et t'as pas eu envie de lire la suite? J'ai pas eu l'occasion en fait. J'ai pas eu l'occasion de lire la suite, mais faudrait que je le refasse. Et c'est vrai que, comme je disais, une nouveauté chasse l'autre, et finalement tu dis ouais, ça fait partie de ta pile à lire, ou en tout cas pile à regarder, et tu passes à autre chose, et au fur et à mesure. Mais du coup, avec ta review, j'y reviendrai sûrement pour voir un petit peu. En plus, si ça approche de la fin, mine de rien, ça veut dire qu'on est arrivé, même si ça peut paraître un peu court. Ça peut rester aussi un bon argument, dans le sens où tu sais que tu vas pas avoir à débourser indéfiniment pour avoir une histoire complète. J'avais eu cette agréable expérience de lecture avec Once and Future, qui est une relecture des légendes arthuriennes de Kieron Gillian et Dan Mora.
un bijou en 5 tomes édité chez Delcourt là aussi, que j'ai véritablement apprécié. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et tu verras que si tu redonnes une chance à Firepower, avec ce qu'on a évoqué ce soir, tu verras l'importance en fait de l'alchimie entre la qualité d'écriture du scénariste, donc de Robert Kirkman, et de l'importance et du rôle de la patte visuelle du dessinateur qui est présent de bout en bout et qui ne change pas et qui va vraiment conférer une identité à l'œuvre. Tout comme l'a été Invincible avec Ryan Otley, tout comme l'a été Walking Dead avec Charlie Adler. C'est pour moi, c'est ça aussi qui fait le sel et le petit plaisir en plus, de mon point de vue en tout cas. Je vais passer à ma review. Alors ça va être petit peu deux salles, deux ambiances. Ah, puisque moi, je vais vous parler de Kent State, de Def Backderf, aux éditions Sayla. Ouais, John, il a pas mis son prénom, c'est John Derf Backderf. J'ai vu ça dans les crédits, donc avec un style un peu particulier, comme on voit en noir et blanc. Et ça va nous relater en fait l'histoire qui s'est passée dans les années 70 à Kent State, qui est une université, d'un drame qui s'est déroulé finalement sur très peu de jours, du 30 avril au 4 mai, date du drame. Il va y avoir des morts. D'ailleurs, le sous-titre c'est Kent State, 4 morts dans l'Ohio. Donc on sait d'ores et déjà qu'il va y avoir 4 personnes qui vont mourir. Dans quelles conditions ceci va se passer, sachant que l'auteur l'explique, hein, c'est un récit sur lequel il a pris de nombreuses sources, soit volontaires, soit à corps forcé, pour illustrer son propos et bien retranscrire tout ce qui s'est passé pendant cette période-là, en fait. Quand tu dis à corps forcé, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait des témoins qui voulaient pas parler et qu'il a réussi à soutirer leur information par des biais. En tout cas, ça exprimait un peu de cette manière que tout le monde n'a pas voulu reparler de cette tragédie qui s'est passée. Donc l'œuvre s'est faite contre le gré de leur témoignage. Ils se seraient opposés à la publication de leur témoignage. Je pense qu'il y a des choses qui sont pas passées. Mais quand on voit toute la partie bibliographique et toute la partie recherche que l'auteur a pu faire autour de ce drame, on se doute bien qu'il y a quelque chose qu'on ne pas. Alors de quoi ça parle, Kent State? En fait, dans les années 70, en pleine guerre du Vietnam, on suit donc le quotidien d'une université où il y a des mouvements pacifiques, forcément, des mouvements contestataires, et surtout cette université, on nous l'apprend, elle a poussé comme un champignon dans une ville qui est plutôt moyenne, de banlieue moyenne américaine, où la population est de facto un peu plus réactionnaire que cette population jeune et pleine de liberté des étudiants. Donc ça crée des tensions, et donc les tensions ne vont faire que monter. On commence l'histoire avec un blocage des routiers, avec une partie de la garde républicaine qui est là sur place, parce qu'en fait tout le monde n'est pas parti au Vietnam. Il y avait ils expliquent d'ailleurs très bien qu'en fait tous les jeunes hommes tiraient à la loterie un numéro qui correspondait au moment où ils partiraient au Vietnam après avoir passé leurs examens, etc. Donc une véritable angoisse de toute une population pour partir au Vietnam, compte tenu de ce qui est fait. Une grosse tension, ouais. Voilà. En plus, à ce moment-là, Nixon annonce qu'il va envahir le Cambodge, donc continuer la guerre. Donc vraiment un état d'esprit très 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 dur. Et en fait, au fur et à mesure, on suit ces tensions qui augmentent de plus en plus jusqu'au moment où la ville va être sous la loi martiale, où il va y avoir un couvre-feu, où les militaires qui sont là vont plutôt tirer des bombes lacrymogènes plutôt que de dire gentiment aux personnes de partir, alors à la fois sur des manifestations qui peuvent être violentes, mais aussi sur des manifestations totalement pacifiques de une bonne répression bien violente, ouais. Exactement. Quand on voit ça aujourd'hui, on se dit que ça paraît un peu fou, mais ça existait. Et d'ailleurs, quand on voit un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, on se dit qu'il y a d'autres choses qui sont. On a toute l'information, mais finalement, vu comment elle est manipulée, parce que là aussi, les médias manipulent. On voit, il n'y a qu'une seule, forcément, la télé qui passe les images, etc., qui renforce les rumeurs où on dit que les groupuscules terroristes et studentins
ont des armes, qui sont communistes. Donc il y a vraiment une tension qui est alimentée sur des rumeurs, sur des choses complètement farfelues et qui font monter la sauce de plus en plus, jusqu'au drame. Et donc on va suivre plusieurs étudiants et étudiantes qui vivent leur vie, qui essayent soit de comprendre un petit peu ce qui se passe, soit de passer leurs examens, et qui sont tous sur ce campus universitaire. Et ils essayent tant bien que mal de vivre, d'être d'accord, de se manifester. Alors, il y en a qui se mettent en retrait, en disant voilà, je préfère passer mes examens. Il y en a qui sont même, réservistes dans l'armée, parce il y en a un qui est réserviste dans l'armée, qui veut faire justement de la psychologie et qui dit mais en fait j'ai un entraînement militaire, mais j'ai pas envie de partir au Vietnam pour servir de char à canon. Il y a toute une tension parce que au sein du campus, il y a justement ce bâtiment des réservistes qui va être brûlé, incendié. Donc plein de tensions qui augmentent et surtout des personnes qui sont pas habituées à ce type de situation, qui sont pas formées en fait. Et tout peut déraper à n'importe quel moment. Il y a même un militaire à un moment donné qui dit, c'est assez symptomatique, qui dit on est 100, ils sont 1000, il suffit qu'ils nous envahissent, qu'ils prennent nos fusils et on est tous morts, quoi. Tu vois, donc une espèce de tension de part et d'autre de la population. Et à la fin, c'est écrit dans le texte, donc je vous révèle pas de grande surprise, mais à la fin... La fin se termine en drame, visiblement. Voilà, donc forcément, en 13 secondes, la vie de plusieurs centaines de personnes va basculer. Et dont 4 personnes vont être tuées. Voilà. Et en fait, quand tu lis ça, et tu dis... alors en plus, c'est un style un peu particulier, comme je l'ai mis sur les images, c'est du noir et blanc, c'est avec un style un petit peu cartoon. Et on se dit, mais comment on a pu en arriver là? Comment les choses peuvent s'envenimer sur des incompréhensions, sur des incompétences, sur tout un nombre de choses qui font que, au lieu de se calmer, en fait, on remet de l'huile sur le feu et ça pète. Donc c'est un bouquin qui, effectivement, comme on en parlait un petit peu auparavant, qui avait été conseillé notamment par la Cave du Mince et AG Comics, qui l'avait lu et qui en avait parlé en disant que c'était dur. Effectivement, c'est dur. C'est dur surtout. Je me doute que il faut que tu sois quand même préparé à ce type de lecture. C'est pas quelque chose que tu vas lire après un Dragon Ball, par exemple. Voilà, c'est ça. Et surtout, ce qui est d'autant plus dur, c'est que tu te dis, forcément, c'est des jeunes qui avaient toute la vie devant eux, quoi. Qui à 20 ans, commencent à peine à vivre, et ça s'arrête pour des raisons complètement bêtes, stupides, qui auraient pu être arrangées auparavant. Et en fait, et je pense que le pire, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à maintenant, c'est que et par rapport au fait que certains témoignages auraient été extirpés, c'est que globalement, il y a des personnes, on sait qu'elles étaient aux commandes, on sait qu'elles ont fait des choses mal, mais tout ça c'est effacé, tout ça c'est zappé, tout ça a été effacé au fur et à mesure. Il a même fallu à un moment donné, 5 ans à 10 ans après, il y a des preuves qui avaient été dites à l'époque qui ont été prouvées comme étant fausses. Donc l'affaire a été étouffée. Il y a eu des falsifications de preuves, il y a eu des témoignages. Ouais, je comprends. Donc il y a quand même un travail d'investigation et de recoupement qui a été quand même assez. Il y a un gros travail pour faire cette œuvre-là. Moi, j'avais par contre une question à te poser là-dessus, et je voudrais pas trop m'étendre sur le sujet. C'est par rapport à l'identité visuelle de l'œuvre. Tu as montré des morceaux choisis. Oui. Les pages sont déjà en noir et blanc. Moi, j'adore le noir et blanc. Je peux les remettre. Ah, mais je t'en prie, permets-toi. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je voulais savoir comment toi tu avais perçu ce choix visuel. Est-ce que tu trouvais que ça servait le propos, ou est-ce que ça tordait ou désamorçait ou prenait un angle volontaire par rapport au ton donné? Alors, ce qui est sûr, c'est que le noir et blanc, d'une certaine manière, je pense, va atténuer un petit peu la violence. Puisqu'on peut le voir, il y a quand même, on voit pas de sang. On voit effectivement des. Il n'y a pas d'éclaboussures ou de taches. Il y a des éclaboussures, mais tu vois, comme c'est, tu vois, je le remets. Comme c'est, on le voit là, par exemple, il y a une personne qui reçoit
un coup de fusil, on voit qu'il crache un coup de crosse, on voit qu'il crache quelque chose, mais c'est en noir et blanc. C'est peut-être un peu petit, ouais. Ah oui, d'accord. Mais, tu vois, Okay. J'avais pas vu le. Oh, on vient de voir mon très gros nez en gros plan. C'était magnifique. On n'a pas la couleur peut accentuer ce côté violent, ce côté sanguinolent de certaines personnes. Donc, mais je pense que pour des raisons, il faut que je me renseigne exactement pour. Moi, ça m'a pas gêné. Noir et blanc, c'est quelque chose qui me parle, que ça soit. Et je fais pas de distinguo dans le sens, ça c'est de la BD franco-belge, ça doit être en couleur, ça doit être en couleur, ça doit être en noir et blanc. Enfin, j'ai peu de. On fait partie de la même école, quel que soit le code narratif, que ce soit en noir et blanc ou en couleur. Tant que ça justifie le choix entre guillemets éditorial ou enfin plus artistique qu'éditorial en l'occurrence, je vois pas le problème. Je pense que après moi je suis de l'école de noir et blanc. Après je pense que c'est surtout pour des raisons, je dirais plutôt pratiques que l'auteur s'est dessiné. Aussi bien évidemment. C'est plus simple de faire du noir et blanc que de la couleur, ça coûte moins cher, il y a plein de choses qui jouent. Alors attention parce que pas de couleur ne veut pas forcément dire plus facile, parce que tu peux quand même bien te casser la tête à pallier l'absence de couleur en jouant avec des dégradés de gris ou des techniques d'ombrage avec les noirs, que ce soit ce qu'on appelle du cross-hatching ou des aplats. C'est pareil, encore une fois, il y a d'autres manières de raconter les choses en images, si elles sont noir et blanc ou en couleur. Mais je comprends ce que tu veux dire quand même. Voilà. Après c'est des compétences différentes aussi. En tout cas, je pense que le dessinateur, donc Derf, bac Derf, c'est pas facile à dire. Patate chaude dans la bouche. Hein. Ouais, ça fait ça. Eh bien, il a ce style, effectivement, il a ses compétences en noir et blanc, en gris, teinte de gris, etc. Donc, je pense que c'était ça. Et d'une certaine manière, ça, je pense. Alors, c'est sorti en 2020. Ok. Ça a été publié dans la foulée en France. Mais je pense aussi que c'est lié un petit peu, tu sais, pour faire un petit peu reportage, etc. J'ai l'impression que les BD comme ça, un petit peu de reportage ou un petit peu historique sur certains thèmes, quand c'est en noir et blanc, en tout cas aux États-Unis, ça passe mieux. Ça fait peut-être un peu plus sérieux ou autre. J'ai rarement vu des BD historiques, des comics, en tout cas en couleur. C'est plus présent en franco-belge, mais moins en comics. En comics, il y a plutôt justement des auteurs comme ça, un petit peu avec des styles un petit peu plus underground, qui vont faire du noir et blanc. Peut-être juste. C'est vrai que l'aspect noir et blanc donne un côté image d'archive en fait. C'est ça. Tout simplement. Et ce qui est très intéressant aussi dans ce comics, c'est qu'en fait, il y a à la fois des cases, mais l'auteur n'hésite pas à déstructurer. On n'est pas sur quelque chose d'assez linéaire en termes de découpage. Il peut y avoir à un moment donné une grosse page de texte, des gros inserts, des gros plans. Il joue sur beaucoup de techniques par rapport à la narration. Donc, ce qui donne aussi un aspect à la fois documentaire et histoire qu'on va suivre quand il y a des poursuites, etc. On est dans l'action et puis après on est plutôt dans la description de ce qui va se passer, dans tous les rapports. Il met pas mal de notes. Et à la fin, il y a un carnet sur toutes les références qui fait une bonne vingtaine de pages, si on veut se plonger dans toutes les références que l'auteur a piochées. C'est cool. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment pour que ça soit pas trop violent. Un petit peu comme Walking Dead, on en parlait tout à l'heure, était en noir et blanc à l'origine. Il n'avait pas été prévu pour être en couleur de base, quoi. Je pense que ça aurait changé aussi pas mal de choses qui soient colorisées à sa sortie. Donc voilà. Et titre chaudement recommandé par notre ami Old Geek ce soir, du coup. Je trouve que c'était intéressant. C'est intéressant Même moi, j'arrive pas à le lire. Ouais. Je trouve que c'est intéressant justement d'avoir comme ça des ouvrages qui sortent un petit peu. Alors là, c'est l'histoire américaine avec tout ce qu'on peut voir et quand on voit toutes les couches, les sous-couches entre tous ces groupes qui se sont formés au fur et à mesure et qui ont été à un moment donné considérés comme terroristes. Sur ce campus de Kent State, il y avait à la fois
la police normale, mais aussi le FBI, la CIA, plein d'agences qui étaient sur le campus. Il y a eu différents organismes des forces de l'ordre qui ont mis le nez dedans à un moment ou à un autre. Ouais. Il y a eu des agents infiltrés. Je comprends. Il y a eu plein de choses en fait. Il y a certains étudiants qui disaient que chaque année, il y avait des personnes qui revenaient, qui vous avaient vu qu'une seule fois. Et donc, ils sous-entendaient que ça pouvait être des personnes infiltrées. Tu me l'as bien vendu. Je pense que, déjà Mills me l'avait bien vendu aussi, et voilà, t'as apporté un autre éclairage complémentaire sur l'œuvre. Je pense que je me lancerai dedans. En tout cas, moi, je l'ai trouvé en médiathèque. Je vais aller me renseigner auprès de la mienne. Ouais. C'était assez facile, et j'ai appris, parce que je le savais pas, mais j'avais entendu aussi parler de ce titre, que c'est lui également qui a fait Mon ami Dahmer sur le serial killer. Ouais, je serais un petit peu plus réservé sur ce monsieur par contre. Ah oui, sur le monsieur, oui, ça on peut être que réservé sur ce monsieur. Non, mais le sujet de Dahmer révulse autant qu'il fascine, tout ce que tu veux, mais je vais pas aller nécessairement me plonger dedans volontairement. C'est pas le genre de récit. Je comprends l'attrait et la fascination que ça peut avoir, mais notamment quand j'ai vu ce que la polémique, notamment qu'il y a pu y avoir autour de la série, même si j'aime beaucoup le comédien qui l'incarne, c'est donner un peu trop de crédit à des personnes qui n'en méritaient pas nécessairement. Ouais, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça reste quand même. Il y a une certaine nécessité à raconter ce genre d'histoire parce qu'il y a un message derrière. Mais si c'est pour si c'est pour l'iconiser, le glorifier, oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est ça. C'est surtout ça. Mais justement, je pense que c'est là où ça m'intéresse parce que moi aussi j'ai vu cette BD passer et je me suis dit ouais, Dahmer, ça, voilà. Mais vu l'angle qu'il a fait sur Kent State, très documenté et autres, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. C'est par rapport à son approche de reporter d'investigation en fait. Hein, c'est ça. Plus que par c'est un argument qui se vaut. C'est un argument qui se vaut. Après voilà. Effectivement, on n'est pas là pour glorifier ce type de personnes. Ce sont encore des personnes, on peut se poser la question. Eh bien, en tout cas, Alric, je te remercie vraiment d'avoir participé à cette émission, de nous avoir, avec moult digressions, mais montré un petit peu ton univers et surtout comment Kirkman, il est trop fort. Et pourtant, ce n'est pas mon meilleur scénariste. C'est Neil Gaiman pour moi. Mais bon, c'est dire. Donc, autre sujet, autre débat. On attend la partie sur Neil Gaiman. Bien sûr, je mettrai tous tes liens et tout ce que tu voudras bien me transférer comme information dans la description pour qu'on puisse avec grand plaisir à la fois sur ta chaîne et sur tes réseaux sociaux. Merci. Et, je t'en prie. Plus on est de fous, plus on rit. Exactement. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de ce monsieur. Ça fait plaisir aussi. Tu as raison. Et sur ce, merci à tous ceux qui regarderont. Et on merci, dit à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Pleine d'inquiétude. Ciao. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.